Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, l'émission dédiée à la promotion de la relation France-Maroc et la promotion du Royaume du Maroc auprès des MRE, des Marocains résidents à l'étranger, dans un cadre d'une coopération triangulaire Nord-Sud-Sud. Heureux de vous retrouver et sans trop attendre, on vous laisse avec cette très belle chanson qui va être l'introduction avec notre invité de qualité en direct du Royaume du Maroc, un spécialiste dans le monde des médias, mais cette très belle chanson a tout un sens vu l'actualité que nous vivons actuellement dans le Royaume du Maroc. يا عيد الصحراء يا عيد رغزالك اليوم سعيد وهبت ريح بنسام الشيح من أرض الرملة الذهبية من ذيك القصور الفيحة بعطور ومن النخلة العالية المسكية وهبت ريح بنسام الشيخ
التنبيه عندك القصور فيحة بعطور ومن الخلال على المسكين يا عيد الصحراء يا عيد. Nous sommes heureux d'avoir en ligne notre confrère, c'est Louisi Hassan. Bonjour, c'est Louisi Hassan et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Bonjour, c'est Abdou. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي في هذا البرنامج اللي يقوم بعمل من أجل رفع من وجه المملكة المغربية وكذلك الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بالقطر الثاني فرنسا في إطار العلاقة المغربية الفرنسية وكذلك علاقة التشارك شمال جنوب جنوب. C'est Hassan Louisi, c'est un journaliste marocain de renom, rédacteur en chef du disque francophone de la radio chaîne Inter Araba. Nous souhaitons à travers ces Hassan, vu ce qui se passe dans les provinces du Sud, notamment à Ouarzazate, avec le projet Nour, le plus grand projet du monde en termes de l'énergie solaire, et nous sommes aux portes de la Coupe 22, mais aussi la régionalisation avancée, et notamment dans les provinces du Sud, et les grands projets réalisés et qui sont en cours de réalisation dans nos provinces du Sud. Nous souhaitons avoir l'avis d'un homme de médias, un homme qui connaît le milieu d'une manière très intéressante et ça permettra à nos auditeurs et auditrices ici en France de connaître quelles sont les avancées dans nos provinces du Sud. Fadal Hassan. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, c'est Abdou, le Maroc est en marche. Le Maroc va de l'avant et la preuve en est ce qui a été lancé donc le jeudi dernier à Ouarzazate avec l'inauguration donc du premier volet du titanesque projet de la centrale thermosolaire Nour 1 qui utilise des technologies de pointe et qui constitue à terme la plus grande centrale solaire thermodynamique du monde et qui permettra au Maroc de fournir près de la moitié de son électricité à l'horizon 2030. Donc c'est un projet très ambitieux et comme je l'ai dit, donc qui entre donc dans cette lignée des avancées réalisées par le Maroc dans différents domaines. Après Ouarzazate, donc, c'est le tour des provinces du Sud, récupérées par le Maroc à la faveur de la marche verte, de connaître elle-même donc la concrétisation de ces avancées que connaît le Maroc à travers donc le lancement du projet du modèle socio-économique réservé à ces provinces par le gouvernement marocain qui a accordé donc à ce développement une enveloppe budgétaire qui s'élève à quelque chose comme 77 milliards de dirhams. C'est un chiffre énorme et l'équivalent de 7 millions d'euros. Donc entre 2016 et 2022, donc sur cette durée-là, sur ce mandat, donc ces provinces du Sud vont connaître donc leur intégration complète dans le tissu socio-économique donc du Maroc et qui permettra aux potentialités locales de s'épanouir. C'est un projet qui va donner une nouvelle ampleur donc à ces provinces du Sud et qui permettra justement de répondre aux attentes des populations locales. Justement, parce que c'est la deuxième visite de Sa Majesté dans les provinces du Sud. Alors, donc, si j'ai bien compris, et je pense que c'est le bon sens, après l'intégration territoriale, maintenant on parle de l'intégration économique. C'est un volet très très important parce que donc ce modèle spécifique à ces provinces du Sud va permettre, ça c'est le plus important, l'objectif principal, c'est de permettre à ces populations donc de connaître et de bénéficier des fruits de ce développement local et in fine donc répondre à leurs attentes en termes d'emploi, en termes d'infrastructures de santé, en termes de développement social, etc. Donc
c'est des jamais vu donc dans l'histoire de ces provinces. C'est un méga projet donc étalé sur cette période qui est 2016-2022 avec des dates donc des deadlines précis et avec des objectifs précis. Si vous le permettez, c'est Hassan, si j'ai bien compris. Donc quoi qu'il arrive, il faut mettre en tête que la coopération nord-sud-sud, les provinces du sud peuvent jouer un rôle de hub. Absolument. Ça a été dit. Donc, si vous vous rappelez, j'ai été au mois de mars dernier à l'occasion d'un forum. Crans-Montana. De Crans-Montana, justement, la première édition. Et ouais. Je vous rappelle que la deuxième édition aura lieu au mois de mars prochain. Donc, lors de cette première édition, donc, dans le message royal adressé donc aux participants à ce forum, Sa Majesté a mis en avant ce hub que constituent donc ces provinces du Sud et la ville de Dakhla en particulier au hub, donc pour la coopération entre Sud-Sud et entre le Maroc et la partie et l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un avenir qui s'ouvre donc devant ces provinces du Sud pour justement pour jouer ce rôle géostratégique en définitive. Bien entendu, comme vous le savez, le Maroc abritera la COP 22 au mois de novembre prochain. Sa Majesté donc et le gouvernement donc ils ont mis en place une comité d'organisation. Absolument, c'est un comité de pilotage. Bien sûr. Et pour revenir donc au lancement de la station Nour. Donc Nour, c'est-à-dire de ces de l'énergie renouvelable, solaire. Ces énergies renouvelables, oui. Nour 1, avec la présence de Madame Ségolène Royal. Bien sûr. Oui, et qui avait rappelé justement l'importance du partenariat maroco-français dans ce volet-là, le volet des énergies renouvelables. Donc, on sait que donc la France va passer le relais au Maroc. Ça sera donc à la fin, au mois de novembre prochain, pour la COP 22 qui abritera le Maroc et plus exactement la ville-ocre de Marrakech, donc la COP 22 au Maroc. Et donc le Maroc va bénéficier de l'expérience et d'expertise française dans la préparation donc d'une telle conférence. Partant donc de ce partenariat privilégié multiforme entre les deux pays, ça ne sera que bénéfique pour le Maroc pour la réussite de la COP 22. Effectivement, parce que il faut souligner que la France et le Maroc constituent un véritable pont entre l'Afrique et l'Europe, et que le Maroc, bien entendu, dans un cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, et aussi avec tous les atouts qu'il présente par rapport à ses percées, soit économiques, soit sociales, soit vers politiques aussi dans les pays africains, c'est un leader au monde qui a osé relever ce défi à travers une coopération solidaire, à travers la présence marocaine dans ces pays de l'Afrique subsaharienne, notamment au Mali, notamment au Côte d'Ivoire et aussi au Sénégal et d'autres. Donc, quelque part, qu'ils considèrent les géopolitiques ici en France, l'élève qui marque la classe d'une manière assez importante et qui est très 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 dynamique, c'est le Maroc. Le Maroc qui est ambitieux, le Maroc avec ses compétences et avec avec ses que bénéfique pour les deux pays. Le partenariat donc stratégique, le partenariat privilégié maroco-français, donc n'apportera que des résultats positifs pour les deux pays. Le Maroc aujourd'hui s'ouvre sur son environnement. Le Maroc est, comme vous l'avez dit, donc est présent efficacement en Afrique subsaharienne et au-delà. Et la diplomatie marocaine, des visites, notamment des visites royales sur place. Donc, on sait que le souverain a effectué de nombreuses tournées sur le continent et ces visites qui se traduisent par la concrétisation de projets à caractère économique, social, commercial, etc.
Le partenariat maroco-français n'en sortira que renforcé. Bien entendu. Si Hassan, on parle de partenariat franco-marocain, et comme vous le savez, hein, donc ici en France, les Marocains sont nombreux, les compétences marocaines sont nombreuses aussi, donc il y a un dynamisme qui commence à avoir le jour d'une manière plus consistante. Je souhaite avoir votre avis en tant qu'homme de médias. Oui. Quel message, selon vous, qu'on peut adresser à cette diaspora marocaine qui est très intéressante, qui adore son pays d'origine, hein, et aussi son pays d'adoption, la France. Quel rôle peut jouer cette diaspora dans ce rapprochement ou dans cette coopération nord-sud-sud? Oui, partant de la qualité de cette diaspora marocaine et de l'image positive qu'il projette en fait, parce que la diaspora marocaine a un rôle particulier. Si l'on prend l'exemple de la France, c'est qu'on est que la diaspora marocaine apporte beaucoup dans les deux sens, c'est-à-dire pour son pays d'accueil, qui est la France, et pour le pays d'origine, qui est le Maroc. Et à travers l'histoire récente ou bien auparavant, cette diaspora n'a projeté qu'une image positive à travers son intégration d'abord et son apport qualitatif, donc pour comme j'ai dit, dans les deux sens, pour le pays d'accueil et pour le pays d'origine. Et je crois que le plus important aujourd'hui est de renforcer cette image pour cette diaspora et qu'elle reste fidèle à sa réalité, à ce qu'il est, ce qu'il a toujours été. C'est une diaspora de qualité, c'est une diaspora totalement intégrée dans son environnement, c'est une diaspora qui respecte les valeurs et les principes de son pays d'accueil, ce qui est très très important dans le contexte actuel d'aujourd'hui et les problèmes liés, inhérents à l'immigration et à la présence donc des populations d'origine étrangère, etc. Mais la diaspora marocaine a toujours été cette diaspora positive, cette diaspora qui apporte un plus, qui apporte ce plus, qui apporte cette valeur ajoutée, comme j'ai dit, donc dans les deux sens. Et ça, c'est très important. Et je crois que rares sont les diasporas à travers le monde qui ont cette double qualité et qui travaillent dans le sens positif, donc et que son apport a toujours été donc positif. C'est Hassan, une avant-dernière question. Vous êtes un rédacteur en chef dans une chaîne, là c'est la chaîne Inter. Pourriez-vous nous donner quelques renseignements sur cette chaîne Inter de la SNRT? Comme ça, nos auditeurs et auditrices on parle d'une chaîne Inter francophone. Oui. Et quelques détails, si vous le permettez. Oui, alors il s'agit c'est la station internationale de la Société nationale de radio diffusion télévision marocaine, qui est un établissement public, je précise, c'est l'établissement public donc de la radio diffusion télévision au Maroc. Et cette chaîne Inter, la station, la radio chaîne Inter, est une composante des radios, parce qu'il y a un ensemble de radios de cette société. Mm-hmm. Et il y a la radio, par exemple, la radio du Saint-Coran, comme on dit en arabe, Ida al-Qur'an, Ida Mohamed Sadis l'Qur'an al-Karim. Il y a l'Ida al-Wataniya, c'est la station arabophone. Il y a Chaîne Inter qui est internationale, donc il émet en français en grande partie, il émet également, c'est-à-dire pour une tranche horaire en anglais et en espagnol. Et donc cette chaîne donc diffuse de l'information et la rédaction à laquelle je fais partie donc et la rédaction francophone, donc elle prépare et elle diffuse des journaux parlés et je suis l'un des rédacteurs en chef donc de la station. Et puis il y a la partie télévision, donc mais pour la radio donc c'est le secteur public de la radio et
Et la radio, la SNRT, la société donc et l'établissement public a été créé en 2006. D'accord, Voilà. c'est récent, donc Voilà. c'est en Il a été 2006 que créé c'est en créé, 2006. d'accord. Oui. Et bon, juste pour compléter l'information sur le paysage médiatique marocain. Donc, Justement, c'est il y ma... a la SNRT, il y a les radios de la SNRT qui sont des radios publiques, mais il y a également, surtout, il y a des radios privées aujourd'hui au Maroc. Justement, Il y a c'est là où... il y a une douzaine, au total, il y a une douzaine de radios Privé. privées. Par exemple, alors je vous donne à titre d'exemple, Radio Plus, par exemple, Bien sûr. ce qui est une radio privée. Il y a Radio Aswat, par exemple, il y a Oui. Radio Sheda FM, il y a radio, il y a Lux. par exemple, Ouais. il y a même des radios thématiques, par exemple Hit Radio. Mhm. Alors Hit Radio, c'est une radio privée destinée aux jeunes et qui est très écoutée au Maroc, Bien entre sûr, autres. bien C'est-à-dire. sûr. Et puis il y a la radio sportive, Radio Mars. Donc on parle d'une Une radio révolution. thématique, Donc voilà. on peut parler d'une révolution médiatique Absolument, parce que dans ça, ces ça dernières. a commencé avec depuis 2003. Oui. Avec la loi sur bien avant, c'est 2002, la loi qui a ouvert la voie à la libéralisation du paysage radiophonique, Mhm. surtout, mais parce que pour l'information, pour la télé, c'est pas encore le cas. C'est vrai que il y a la chaîne Midi 1 TV, qui est une chaîne privée, mais pour la libéralisation du paysage télévisuel, c'est pas encore fait. Bah, écoutez, Mais pour la radio, à partir de 2003, donc voilà, le mouvement a commencé avec deux vagues donc de privatisation, de libéralisation, et qui ont donné naissance à ces radios privées dont j'ai parlé. eh ben écoutez, c'est Hassan marhaba bik, Merci autant, beaucoup, c'est Abdo, et en tant que c'est journaliste un énorme marocain. plaisir pour moi de parler, de communiquer avec vos auditeurs. مرحبا اخي مرحبا بلا chaîne Inter مرحبا بلا SNRT Merci beaucoup, c'est par Abdo, rapport et, même donc, il y aura un événement tout le monde en parle, donc c'est l'événement Savinour qui va avoir lieu le 11 12 13 mai. C'est l'occasion aussi de communiquer par rapport à ces avancées. Absolument, parce que je crois que la communication, dans les deux sens, pour les Marocains installés, c'est-à-dire l'autre rive de la Méditerranée, Bien et sûr. pour ceux qui sont ici au Maroc, donc c'est très très important d'avoir ce pont de communication. Et la radio, la vôtre, je crois, joue un rôle primordial dans ce sens-là. Bah écoutez, je vous remercie infiniment, c'est Hassan Merci beaucoup. Louisi Tout le plaisir pour moi, c'est Abdou. مرحبا اخي مرحبا وشكرا بارك جزيلا الله فيك، وغادي نخل... وفرصة سعيدة هذه أننا نتكلموا مع الإخوان ديالنا أهلاً وسهلاً بك. القاطنين أهلاً. بفرنسا، وكنتمنى أنه تكون فرصة اللقاء المباشر بهم خلال الحدث اللي غادي يكون في شهر ماي إن شاء ان الله. شاء الله مرحبا بك اخي بارك مرحبا الله فيك بالاذاعه سي عبدو، الوطنيه وأتمنى التوفيق باذن الله باذن الله لبرامجكم ولبرنامجكم وللمحطة الإذاعية التي تشتغلون بها. شكرا اخي شكرا نخليك مع الاغنيه الجميله اللي هي مهداه لوليدات المغرب. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام يا سيدي. منكم يا وليداتي. من المغرب واش بغيتي؟ من المغرب قلتو ليا. نظام المسندية. أنا فنان وسطورية. والميدان بين هي. شوقتوني عملوا ليا. المدينة مغربية. أوروبا قالوا ليا. طيران الشعر عالمية. حنا يا وليدات المغرب. عاشا وطننا الحبيب. أفضلكم رياضية. نواحي الصغيرية. الألعاب الديوانية. أرقام قياسية. كرة القدم حتى هي. الراية المغربية. خطوط سريرية. حضارة تاريخية. شفتها في الفضائية. والأنقاض الصناعية. حنا يا وليدات المغرب. عاشا وطننا الحبيب. موسيقى تراثية. يا أوساط الشعبية. أنا نغني وقولوا ليا. أغنية مغربية. اسمعها واصبر معايا. على كل مدينة تغني ليا. تحية مغربية. سيداتي ونسادتي, il est 14h26. Nous sommes en direct avec un citoyen du monde, une personne qui est connue et reconnue à l'échelle internationale par son franc-parler,
par son amour à la citoyenneté internationale, mais aussi il s'agit d'un consultant en stratégie de gouvernance. Nous sommes, mesdames et messieurs, en direct avec M. Bertrand Vitu. Bonjour, M. Bertrand. Bonjour, si Abdelatif. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Monsieur Bertrand, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission dédiée à la promotion de cette relation France-Maroc, une relation ancestrale, mais aussi cette promotion aussi d'un autre côté de ce citoyen de monde, parce que la communauté française au Maroc est considérée la première population immigrée au Maroc, qui sont assez nombreux. Et vous êtes quelqu'un qui est un fan du Maroc, quelqu'un qui va souvent et en contact avec l'association Benat, qui regroupe un grand nombre de binationaux. Je pense l'évolution du Royaume du Maroc vous laisse pas, M. Bertrand, son commentaire avec ces avancées considérables, avec cette ouverture à l'échelle internationale. Oui, le Maroc montre justement cette lumière et pas que dans ses panneaux solaires, puisque nous voyons aujourd'hui cette capacité à s'adapter à l'évolution du monde qui est très perturbée actuellement, loin s'en faut. Nous voyons bien que les décisions du palais de Sa Majesté Mohamed VI, Dieu l'assiste, dans toutes ces décisions, eh bien, c'est justement d'arriver à permettre une adaptation par rapport à nos valeurs, des valeurs qui ne sont pas que pour le Maroc, pas que pour certaines personnes, mais qui sont pour le monde entier. Je voudrais en citer une, par exemple, où il a pris cette décision d'interdire, par exemple, à tous les imams de faire partie d'un syndicat ou d'un parti politique, ce qui montre bien que chaque chose doit être à sa place. On ne doit pas mélanger une croyance religieuse, aussi noble soit-elle, avec des décisions politiques, avec des décisions qui appartiennent à d'autres compétences. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, nous sommes avec, y compris cette nomination d'ambassadeurs et d'ambassadrices dans le monde, et dans de nombreux pays qui jusque-là n'étaient pas représentés par le Maroc, eh bien, une volonté de porter cette lumière et du respect, de la dignité des êtres humains partout dans le monde, et de montrer que nous pouvons apporter des solutions à des problèmes et à des problématiques de terrorisme et des problématiques qui aujourd'hui nous interpellent tous. Une démarche de dialogue, c'est une démarche de proximité, c'est une démarche qui est reconnue aussi par l'échelle internationale. Récemment, les déclarations du président américain par rapport à cette tolérance, vivre ensemble qui existe au Maroc, que tant de pays l'ont pas. Et je pense que le Maroc montre la voie à ce sens. Oui. Oui, tout à fait. Cette tolérance, cette ouverture, cette capacité d'ouverture plurielle. C'est-à-dire que nous avons droit à nos différences. Ce qui fait la force du Royaume du Maroc, faut bien le dire, faut le reconnaître, et sans vouloir faire l'apologie d'une monarchie, en l'occurrence, là, ce ciment du peuple est assuré par Sa Majesté. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a une cohésion qui n'existe pas dans d'autres pays lorsqu'il y a des élections démocratiques. Pour autant, encore faudrait-il que les électeurs, lorsqu'ils ont à choisir et à décider de leurs représentants, soient eux aussi éclairés et possèdent une conscience suffisamment capable de discernement et de recul pour choisir les bons profils. Mais ça, c'est une autre histoire, mais ça montre quand même le besoin que nous avons d'être conduits par des hommes et des femmes éclairés. Bien entendu, si on prend un petit peu l'histoire du Maroc, comme vous pouvez le constater, Feu Hassan II a opté pour une politique de barrage, une politique d'assurance en matière de l'eau, parce que l'eau c'est la vie. Mais Sa Majesté Mohamed VI donc, a opté pour une stratégie aussi qui est importante, vu que le Maroc n'a pas de pétrole, c'est la stratégie de l'énergie et l'énergie solaire. Donc on est sur une démarche de continuité et pour promouvoir ce pays qui, jusqu'à maintenant, constitue le pont entre l'Europe et l'Afrique. Et la relation France-Maroc, et ça c'est ma question, M. Bertrand, comment vous la voyez dans un cadre d'un pont entre l'Europe et l'Afrique ? Tout d'abord, c'est cette préoccupation de cet immense continent qu'est l'Afrique et dont le Maroc devient une des portes principales, un BAB, avec justement cette politique de l'énergie. Nous savons tous le travail que fait
l'ancien ministre Borloo, justement pour électrifier l'Afrique et tous les villages d'Afrique, eh bien là, nous avons la modélisation de ce que nous pouvons faire de mieux en termes de production énergétique. Juste pour nos auditeurs, eh bien, il faut savoir que cette centrale thermodynamique solaire est la 7e au monde à avoir été mise en place. C'est la plus importante en termes de capacité de production, 580 mégawatts. La première tranche est à 160, mais c'est énorme déjà dans le potentiel. On voit que c'est aujourd'hui celle qui a le principal potentiel dans le monde. Après les 5 centrales thermodynamiques américaines et celles qu'ont fait les Espagnols, eh bien, la 7e, c'est le Maroc qui le fait. On voit aujourd'hui, à l'approche de cette COP 22, eh bien, le désir d'une énergie propre, d'une énergie renouvelable et de ce qui peut faire à un moment donné, eh bien, l'accès à un moindre coût à l'énergie à tous et à toutes. Et par-delà, eh bien, à une éducation, à une capacité de développement aussi bien industriel, économique que culturel. Eh bien, moi, je félicite ces décisions, je les approuve. Et ce qui a été fait à Ouarzazate, eh bien, est, à mon avis, le premier modèle du genre qui ne fera que des petits sur toute l'Afrique. Et le Maroc est, lui, très très bien placé par rapport à ça. La France, l'Europe, évidemment, ne peuvent que soutenir ce développement de ces technologies, de ce respect de l'écologie et puis ensuite de l'environnement. Mais nous sommes là, effectivement, dans l'une des réponses les plus pertinentes de notre siècle. Et je ne peux que féliciter les décisions marocaines en ce sens. Vous savez, le débat actuel, il est au Parlement par rapport à cette notion de la dissidence de nationalité pour les binationaux. Il y a un débat qui va durer pendant un certain temps. Il y a un grand nombre aussi de binationaux au Maroc. J'aimerais bien, vu que vous faites partie de l'association des Binat au Maroc, comment vous voyez cette loi qui risque de passer ou de ne pas passer? Alors, d'abord, revenons à cette fondation que nous avons fondée avec Malika Barki, qui, elle, est franco-marocaine et vit à Casablanca. Nous avons constaté que être franco-marocain ou maroco-français, eh bien, ça posait un problème selon qu'on était dans un pays ou dans l'autre. Nous avions évidemment constaté que si vous étiez un franco-marocain au Maroc, eh bien, vous étiez un Français, et si vous étiez un franco-marocain en France, eh bien, vous étiez un Marocain. Donc, en fait, vous n'êtes jamais chez vous nulle part. Donc, nous avons eu, nous, l'idée de valoriser, justement, cette capacité à s'adapter. Parce qu'être binational, et pour moi, vous verrez, vous m'avez tout à l'heure présenté comme un citoyen du monde, pour moi, ça, c'est la véritable culture du 3e millénaire. C'est non plus maintenant d'appartenir uniquement à un sol ou à un sang, mais c'est de pouvoir s'adapter, s'intégrer dans un pays, sur un territoire, en épousant les coutumes, les mœurs, les règles, les valeurs du pays dans lequel nous sommes. Et nous avons vu, nous, combien il était possible pour des personnes qui venaient d'un autre pays, eh bien, de s'intégrer de cette manière dans d'autres pays, de respecter ces valeurs et d'en devenir parfois des élus, et même souvent des élus, des représentants, voire même à un moment donné la réussite de ces pays et aux yeux du monde, parce que dans ces pays-là, ils avaient pu faire des études, ils avaient pu trouver l'équilibre, ils avaient pu trouver ce qui leur manquait ou ce qu'ils souhaitaient, même si parfois c'est du soleil, même si parfois c'est de la nourriture. Je ne confonds pas des binationaux avec des migrants qui, dans une certaine mesure, et quand je dis migrants, je suis dans le politiquement correct, parce qu'on est dans l'immigration, là, cette fois, qui est plus pour occuper un territoire que pour pouvoir lui apporter ou pour pouvoir s'y intégrer. C'est pour pouvoir profiter, pour pouvoir abuser, d'une certaine manière, de certaines valeurs. Et ça vaut ça pour la France, ça vaut pour le Maroc. On le voit d'ailleurs quand il doit accueillir, lui aussi, dans des pays qui l'entourent, certaines populations qui cherchent, évidemment, un équilibre, une stabilité, et à un moment donné, un respect aussi, et tout à fait fondamental d'ailleurs, des droits fondamentaux de l'être humain. Donc, à Binat, nous avons voulu, dans cette fondation, avec Malika Barki, eh bien, mettre en avant cette force
que peuvent représenter ces personnes dans leur capacité d'ouverture à l'autre, dans leur capacité de respect de l'autre et dans leur capacité d'adaptation à un autre environnement. Et pour moi, ces personnes-là se devraient d'être les valeurs d'exemple dans notre civilisation, dans nos civilisations. Quand je parle de notre civilisation, je le parle sur un plan humain, sur un plan international et mondial. Nous avons encore beaucoup à faire, mais ce sont les pionniers pour moi, de l'ouverture à cette citoyenneté du monde. Alors, évidemment, ça demande beaucoup de capacités intellectuelles, morales et à un moment donné, effectivement, d'expérience de vie pour pouvoir s'adapter à ce qui est différent de nos quotidiens. Et je voudrais faire juste, et pour terminer, un tout petit exemple. Vous savez, ce couscous que l'on partage, si Abdelatif, chaque vendredi, eh bien, selon que vous soyez au Maroc ou en France, vous ne le mangez pas de la même manière. Soit vous le mangez avec des couverts, soit vous le mangez avec les doigts. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, n'a aucune espèce d'importance, en l'occurrence. Ce qui est important, c'est de pouvoir partager avec les traditions des personnes chez lesquelles nous sommes reçus, ce qui, pour elles, est une habitude, est une évidence et fait partie de leur quotidien. Eh bien, pouvoir s'adapter selon qu'on est dans un pays ou dans l'autre à ça, eh bien, pour moi, c'est une forme de grande intelligence et de grande adaptation, justement, à cette ouverture dans le respect des différences. Bien sûr, bien sûr. Et c'est dans ce sens-là que l'association Binat est partenaire au salon de la ville, Savinour, qui va avoir lieu 12-13 mai prochain. C'est dans ce cadre-là pour permettre à ces binationaux qui jouent un rôle important dans la vie économique, sociale, dans les deux pays. Je parle notamment le cas de la France et je serais heureux qu'on animera une conférence dédiée lors de ce salon, dédiée à ces binationaux, bien sûr par votre concours et le concours de l'ensemble des partenaires et aussi des membres de cette association à qui j'adresse un vibrant hommage à sa présidente, Madame Barki. Et je souhaite tout simplement dire un mot très important. Grâce à des gens de bonne foi, grâce à des gens qui travaillent pour le rapprochement entre les peuples et aussi dans un cadre de non-amalgame et dans un cadre aussi de non-préjugés, il y a des choses à faire, il y a plusieurs pistes à travailler et il y a plusieurs pistes à découvrir. Et un homme averti comme vous, M. Bertrand, surtout un homme qui a un certain nombre de qualités, surtout en matière de consulting à l'échelle internationale, en matière de la gouvernance, on est réellement au fond du sujet de la gouvernance intelligente. Oui, et l'éducation, je veux le souligner, est un des axes fondamentaux de cette capacité d'adaptation de l'homme d'aujourd'hui et de demain, justement, à cette ouverture au monde. Je voudrais reprendre la question que vous m'avez posée, à laquelle je n'ai pas répondu, sur la déchéance de la nationalité. Sincèrement, vous me demandez mon avis, évidemment, je suis formellement opposé, et je m'en suis expliqué sur les réseaux sociaux, j'ai communiqué à ce niveau, je ne peux pas comprendre qu'à un moment donné, aussi grave soit le délit. Et là, en l'occurrence, on parle de crime, on parle de terrorisme, on parle de choses qui sont abjectes et ignobles. Pour autant, est-ce que le fait de déchoir quelqu'un d'une nationalité, fût-il en abondance pour lui cette nationalité, puisqu'il en aurait une autre, donc il ne se retrouverait pas apatride. Est-ce que véritablement ça va changer le fond du problème? Ça ne le changera pas. Ce qui a manqué l'éducation, ce qui a manqué la compréhension de ces personnes dans les milieux où ils vivent, ce ne sont pas toujours des personnes défavorisées, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont été mal entourées, ce sont des personnes qui ont besoin à un moment donné qu'on leur transmette des valeurs. Quelles sont les valeurs aujourd'hui d'une république, d'un pays? C'est de ça dont il s'agit. Quel que soit le pays d'ailleurs, je ne parle même pas que de la France. Eh bien, ces valeurs, si nous ne savons pas ni les transmettre, ni les enseigner, ni en être des valeurs d'exemple, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, l'homme, l'individu, cherche, lui, à transcender ce qui peut faire à un moment donné un sens, ou ce qui peut donner à un moment donné un sens à sa vie, même s'il a été dans l'ignorance récupéré. Et faut le dire aussi, pour parler de ces personnes qui s'engagent dans le djihad intégriste et radical, ces personnes qui sont beaucoup plus dans l'émotion
j'allais dire, dans ce qui, dans le terme latin, émotéré. Je sais qu'on veut enlever le latin et le grec de l'enseignement, ce qui est une horreur d'ailleurs, mais émotéré en latin, ça signifie mettre en mouvement. Eh bien, ce qui met en mouvement aujourd'hui, eh bien, c'est des petites paroles. Eh bien, ce sont des petites photos, des petites images. C'est tout ce que l'on voit d'ailleurs dans la presse actuellement, dans les médias, et qui est repassé en boucle. Eh bien, on stimule et on injecte comme cela simplement des réactions de peur, de colère, de violence, d'agressivité, au lieu d'aller dans la profondeur de l'émotion qui est celle de l'intelligence du cœur, c'est-à-dire celle du partage, c'est-à-dire celle de l'amour, celle du respect de l'autre et celle, à un moment donné, du bien vivre ensemble. Est-ce que nous ne pouvons pas dire mieux aujourd'hui notre opposition à la déchéance d'une nationalité qui serait tout simplement de dire « mon fils, puisque tu ne me ressembles pas, je te bannis de ma famille ». On ne peut pas faire ça. Un fils reste toujours un fils, ou une fille reste toujours une fille dans une famille. Et même si elle commet les pires actes, il n'est qu'à demander à un père ou à une mère de déchoir son enfant de la filiation qui est la sienne. Il ne peut pas, qu'il le veuille ou pas. Donc il faut qu'il l'assume. Et à partir de ce moment-là, qu'il l'accompagne. C'est à ça que j'essaie de faire comprendre justement l'intérêt aujourd'hui d'une autre ouverture d'esprit et d'une autre compréhension par rapport à ces délits. Monsieur Bertrand, donc vous avez évoqué ce dossier-là qui est entre les mains du Parlement sur la déchéance de nationalité. Mais moi, Oui. j'ai une question qui est un petit peu plus pertinente. Le pourquoi et quelles sont les solutions, le pourquoi qu'un jeune arrive à ce niveau-là de défection, hein, quelque part. Quoi les solutions peut-on proposer à ces jeunes qui sont nombreux, qui n'ont rien à voir avec des prérogatives ou ces directives qui viennent d'ailleurs, mais ils ont besoin que de travailler, ils ont besoin que de faire leur vie, parce qu'il faut l'admettre aussi, la responsabilité il est partagée entre la situation économique et entre l'échec scolaire, comme vous l'avez dit, hein, l'histoire de l'éducation, et entre l'échec social. Peut-on parler vraiment d'une intégration réussie ? Mais évidemment que non. D'abord, il faut prendre un peu de recul par rapport à l'évolution sociologique et anthropologique de notre humanité. Nous sommes en train de passer d'une humanité qui était dans la dépendance, comme je pourrais dire, familiale. C'est-à-dire qu'il y avait la cellule familiale qui était garante de l'équilibre, qui était garante du regard de l'autre par rapport à ce que l'on pouvait devenir, qui était véritablement le cocon par lequel chaque individu pouvait se construire, pouvait grandir et pouvait être à un moment donné respecté, reconnu, admiré, apprécié ou rejeté, mais d'une certaine manière, ça restait par rapport au cercle familial et il y avait là une espèce de garantie, si je puis dire, d'équilibre. Nous sommes aujourd'hui dans une ère d'individualisme. Alors, pour reprendre le terme de tout à l'heure, de dépendance à la famille, nous parvenons aujourd'hui à une indépendance de chaque individu dans sa vie. Indépendance veut dire je dépends de moi à l'intérieur. Si à l'intérieur je n'ai pas de valeur, si à l'intérieur je n'ai pas ce qui me permet de me construire, de savoir que je peux à un moment donné devenir responsable de ce que je pense, de ce que je peux penser, de ce que je vais dire et de ce que je vais faire, eh bien nous nous retrouvons avec des électrons libres, nous nous retrouvons avec des personnes qui n'ont ni valeur, ni maturité et qui n'ont aucune capacité à assumer autre chose que ce que quelqu'un de plus influent, de plus manipulateur, eh bien, va leur amener à pouvoir faire. Eh bien, cette période de l'individualité, de l'individualisme, donc de l'indépendance par laquelle nous passons, qui peut demander plusieurs siècles. Faut pas non plus se leurrer. Ça peut aller vite si les consciences évoluent vite, mais en règle générale, faut avancer avec les moins 10 ans, si je puis parler comme ça. On est dans une espèce de classe unique universelle et il faut bien tenir compte de chaque rythme, de chaque personne et de chaque individu et de chaque pays dans lesquels ils évoluent pour arriver un jour peut-être à ce que j'appelle moi l'interdépendance, c'est-à-dire au partage, à la capacité justement de vivre en bonne entente, en respect les uns les autres, et puis en se rendant compte qu'on a besoin des autres, que les autres ont besoin de nous, et que chacun doit occuper sa place avec responsabilité. Nous n'en sommes pas là, nous sommes à cette charnière entre la dépendance et l'interdépendance, et cet individualisme, eh bien, pousse à un moment donné les plus faibles, les plus fragiles, les moins aguerris sur le plan mental et sur le plan de la conscience, eh bien, justement, à se laisser prendre, à se laisser embrigader dans ce que moi j'appelle des sectes,
de ce que j'appelle à un moment donné des conditionnements mentaux qui amènent des individus à n'importe quoi, pourvu qu'ils soient reconnus, pourvu qu'ils soient considérés et pourvu qu'ils appartiennent, entre guillemets, à une famille, à une autre famille que la leur, à une famille de pensée, à une famille religieuse, à une famille politique, etc., etc. Donc voilà, si je puis dire, d'une certaine manière, ce qui peut éclairer nos lanternes. Exactement. Pardon d'avoir été long. Non, du tout. Vous savez, moi, j'ai une méthode de travail. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Je suis à l'écoute et c'est très important pour nos auditeurs et auditrices parce que l'idée, c'est de comprendre un petit peu les enjeux dans son ensemble. Oui. Donc, l'enjeu. Et de prendre du recul. Et bien entendu. Et on y travaille avec le débat, on y travaille avec les événements qu'on organise et on y travaille avec les réseaux sociaux. L'idée, c'est ce mélange, ce mixage. Et aussi, l'idée, c'est de permettre aux uns aux autres. À titre d'exemple, quand on parle de ce salon, on parle d'un salon dédié aux faiseurs de la ville, notamment les entreprises, les collectivités locales, mais bien entendu, la société civile. C'est les trois composantes d'une ville et c'est la ville, c'est la clé. Et c'est dans ce sens que je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous rencontrer à Savinour, ainsi que l'association Binat. Avec grand plaisir. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée à vos auditeurs et à vos auditrices. Merci beaucoup. Au revoir. نخلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا نخلق من رزقي لاش على هذه الأغنية الجميلة للمغني المحبوب عبد الرحيم الصويري الفياشية. نقول لكم إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله، وأسبوع كله خير وسلم إن شاء الله. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.